Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je pense que ça s'entend. Je vous parle depuis un salon. Vous savez, on avait déjà fait une exploration comme ça d'un salon, le salon de l'IA et du Big Data, il y a quelques mois. Et bien là, je suis au salon Innopolis, un petit salon avec plein d'exposants très centrés sur finalement la gestion de la ville. Et donc, je vous propose d'essayer de passer une petite demi-heure à écouter en fait ce que ces acteurs-là ont à dire de la gestion de la ville et en utilisant bien sûr de l'IA. Cause Commune 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Cause Commune que vous pouvez retrouver, bien sûr, vous le savez, sur son app mobile et sur Internet avec cause-commune.fm en FM sur le 93.1 à Paris et le DAB+, et sur votre plateforme de podcast préférée. Si cette émission vous plaît, merci de vous abonner, mais surtout de prendre les 3 petites secondes qui nous permettent d'aller un peu plus loin, parce que si vous nous mettez une petite étoile, un petit pouce, c'est notre grande récompense pour tout ce qu'on fait ici. Et puis bien sûr, ça nous fait connaître, parce que ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Donc voilà, comme je vous le disais, on se retrouve donc au salon Innopolis, et on va essayer d'aller voir les différents exposants, voir ce qu'ils ont à nous raconter sur leurs usages de l'IA. Bonjour Quentin Barain, on se retrouve au salon Innopolis. Vous étiez notre premier invité de Parlez-moi d'IA sur la vidéo algorithmique. Comment ça va? Vous avez passé les JO ou vous en êtes où avec Wintix? Bonjour Jean-Philippe, je suis enchanté de vous recroiser sur le salon Innopolis. En effet, ça fait un moment, ça fait 2 ans déjà, je pense qu'il y a eu ce premier épisode. Et en 2 ans, il s'est passé énormément de choses pour Wintix. En effet, on a travaillé sur les Jeux Olympiques en déployant notre logiciel d'analyse vidéo dans les transports en commun et dans l'espace public pour la sécurité de ce grand événement. C'est une expérimentation qui a duré 1 an, qui s'est très bien passée, qui a donné des apports opérationnels au quotidien pour les policiers et pour les équipes de sécurité de la RATP et de la SNCF. Aujourd'hui, les suites de tout ça, c'est qu'il y a une question qui se pose sur la prolongation de cette expérimentation. C'est quoi la logique de l'extension justement pour vous ? En effet, ça me semble assez intéressant de pouvoir prolonger et d'envisager cette prolongation du cadre expérimental en s'appuyant sur quelques conclusions qui ont été remises par le comité d'évaluation qui a suivi tous nos travaux pendant cette expérimentation. La première conclusion, c'est qu'on a travaillé dans un cadre très exceptionnel, celui des JO. Et l'objectif de l'expérimentation, c'était de doter la France d'une doctrine en termes d'analyse d'images. Mais cette doctrine, elle ne peut pas couvrir que les grands événements qu'on accueille une fois tous les 100 ans. Donc si on veut avoir une vraie image fidèle de ce que peut faire l'analyse vidéo dans l'espace public dans un quotidien, c'est important de prolonger pour pouvoir tester ça dans la vie quotidienne. Le deuxième constat, c'est qu'il y a une enquête d'opinion qui a été menée par le comité d'évaluation et qui souligne que l'analyse vidéo dans l'espace public est très largement plébiscitée par les Français. Il y a plus de 80% des personnes qui se sont dites favorables au déploiement de systèmes d'analyse vidéo non biométriques dans l'espace public. Et j'insiste sur le côté non biométrique. Donc aujourd'hui, il y a cet enjeu d'avoir notre vraie doctrine, de la baser sur du quotidien, et c'est une doctrine qui est attendue par les Français. Oui, parce qu'encore une fois, la polémique aujourd'hui, elle est sur le fait de dire ils avaient dit qu'ils n'allaient pas étendre l'expérimentation, ils l'étendent, et en plus, donc ça veut peut-être dire qu'un jour ils vont vraiment pouvoir faire de la reconnaissance faciale, alors qu'effectivement la reconnaissance faciale, elle n'est pas dans la loi d'exception. Vous aviez affirmé assez fortement déjà il y a 2 ans le fait que vous ne feriez jamais de reconnaissance faciale. Vous êtes toujours sur cette même ligne ? Oui, alors en effet, je pense qu'il faut distinguer 2 choses. La première, c'est l'extension temporelle. Celle-là, elle me semble tout à fait fondée et intéressante. En revanche, il faut garder un cadre très strict qui est celui de la loi JO sur la protection des données personnelles et la protection des libertés individuelles de chacun.
Dans ce cadre-là, la loi JO, elle était catégorique sur le fait qu'il n'y aurait pas de reconnaissance faciale, que c'est à destination de certains publics uniquement sur certaines applications. Et ça, je trouve ça tout à fait louable et ça sécurise tout le monde. Et comme vous l'avez souligné, chez Wintix, on ne fait pas de reconnaissance faciale et on ne souhaite pas en faire. Les données qu'on produit, c'est des données anonymes qui soit prennent la forme de comptage, par exemple pour informer des exploitants d'une ligne de transport en commun du niveau d'affluence qu'il y a sur les quais, ou bien dans le cadre de la loi JO, c'est des notifications en temps réel sur certains événements très déterminés pour aider un opérateur vidéo à être plus réactif. Alors vous le savez, on est vraiment très attaché côté Parlez-moi d'IA, finalement à ce qu'on définit de plus en plus comme l'IA d'intérêt général. Ça serait quoi pour vous finalement la définition d'une IA d'intérêt général et comment vous mettez finalement en œuvre votre solution avec cet angle de vue de l'IA d'intérêt général ? Alors pour ça, il y a deux aspects sur lesquels j'aimerais répondre. Le premier, c'est les finalités de l'IA que vous déployez. En l'occurrence, chez Wintix, on travaille sur la meilleure gestion de l'espace public pour avoir des aménagements cyclables qui sont plus performants, de la gestion des flux de mobilité qui sont plus efficaces, pour avoir des villes aussi plus sûres, des villes plus propres. Donc le premier aspect, à mon sens, c'est les finalités. Le deuxième aspect qui est tout aussi important, c'est comment est-ce que vous exécutez votre IA et comment vous la faites tourner. Et donc là, on arrive plutôt sur l'envers du décor de la consommation informatique de votre solution d'IA, de la façon dont vous l'entraînez, des données que vous utilisez. Et donc, pour avoir une solution qui est vraiment solide d'un point de vue intérêt général, je pense qu'on doit regarder les deux aspects de la question. Qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait? Et chez Wintix, on a des applications pour ce que nous on appelle un vivre ensemble plus durable et on essaie de le faire en minimisant au maximum les ressources informatiques qu'on va utiliser pour exécuter notre solution. Merci beaucoup pour ce nouveau rendez-vous et peut-être sûrement à bientôt. Merci à vous Jean-Philippe et au plaisir de se recroiser sur d'autres salons. Sur le stand de la métropole du Grand Paris et du coup avec la responsable des programmes d'innovation de la métropole du Grand Paris, avec Agathe Fourquet qui va se présenter, qui va présenter sa fonction et le pourquoi de la présence de la métropole du Grand Paris à Innopolis. Bonjour Jean-Philippe, merci de me recevoir. Moi, je suis à la tête de l'innovation au sein de la métropole du Grand Paris. Donc, métropole du Grand Paris, 130 communes, 7,2 millions d'habitants. Et nous, on est au service des communes pour les aider à déployer des innovations urbaines, low-tech, high-tech. Donc ici, on est plutôt sur les sujets d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et on a un programme d'expérimentation qui s'appelle Quartier métropolitain d'innovation, qui embarquent des villes, qui deviennent des laboratoires d'innovation, qui ouvrent leurs portes, ouvrent leurs rues au service des expérimentateurs qui peuvent être des startups, des grands groupes ou des associations. Donc dans ce cadre-là, en fait, la métropole, elle fait un peu le mariage justement entre les villes, les innovations, les porteurs d'innovation. Donc il y a un financement de l'accompagnement de ces quartiers d'innovation. Alors c'est quoi du coup là, il y a des premiers résultats qui sont sortis. C'est avec quelle collectivité et sur quel type de projet, avec quel type de résultats? Alors, pour cette première édition qui s'est terminée en février, on a travaillé avec Aulnay-sous-Bois, Meudon, Sceaux et Noisy-le-Grand, donc une belle diversité de communes avec des challenges assez différents. Et donc moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Noisy-le-Grand qui travaille vraiment sur ce sujet de la ville connectée durable et qui a travaillé avec plusieurs entreprises que vos auditeurs connaissent bien, Wintix, qui ont travaillé avec Floware. Notamment, Wintix a testé une nouvelle solution basée sur son socle de connaissances autour du dépôt sauvage. Donc eux, c'était plutôt capteurs de fréquentation des rues. Et là, ils ont travaillé main dans la main avec la commune, avec les équipes, les gendarmes, etc. pour pouvoir arriver à développer cette solution. On est sur de l'innovation d'usage, mais aussi sur de l'innovation du travail, aussi en interne, et de faire parler tous les services qui, d'habitude, travaillent plutôt en silo. Là, ils ont tous travaillé ensemble pour pouvoir tester cette solution et ça a eu beaucoup de succès. Floware, de leur côté,
on travaillait avec Ecomesure, une autre entreprise qui avait été sélectionnée dans un cadre d'un consortium, et ils ont aidé à objectiver les changements en termes de plan de mobilité d'une rue et d'un quartier. Donc ils ont travaillé tout ensemble pour voir exactement et arriver à voir les résultats d'une modification de plan de mobilité. Et donc là aujourd'hui, fort de ces premiers constats, de ces premiers résultats, vous diffusez finalement pour toutes les autres collectivités ce que vous avez appelé le guide de l'essaimage. Alors c'est quoi le guide de l'essaimage et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors on a eu 18 expérimentations qui ont été menées à bien et qui ont eu des résultats. On en a d'autres qui n'ont pas forcément mené de résultats et donc qui ont permis aussi d'apprendre. Nous, on pousse beaucoup de concepts comme le droit à l'erreur aussi au sein des collectivités. C'est pas commun de dire voilà, on a 18 mois pour se tromper et pour apprendre ensuite de ces erreurs. Et donc tous ces concepts et tout ce qu'on a pu apprendre du déploiement des expérimentations, on l'a rassemblé au service des communes métropolitaines, mais au-delà, dans un guide de l'essaimage. Et donc c'est un guide pour trouver les bons financements, poser les bonnes questions aux expérimentateurs, les points de vigilance lorsqu'on souhaite développer une expérimentation pour faire en sorte que cette expérimentation sorte de terre et ensuite après arrive à passer à l'échelle et donc serve d'autres collectivités. Bon, on espère que les prochains mois seront remplis d'expérimentations IA. Merci beaucoup pour cette mise en avant des quartiers métropolitains d'innovation et du guide de l'essaimage. Merci beaucoup Agathe Forquet. Merci beaucoup, à bientôt. Donc là on se retrouve sur le stand de la métropole du Grand Paris où on rencontre un acteur justement de l'innovation urbaine qui s'appelle Flower et je vais laisser son représentant se présenter et nous dire un peu ce que fait Flower Vision aujourd'hui. Merci, moi c'est Julien Gravieso, je suis le CEO de Flower. C'est une start-up incubée à l'école polytechnique. On a été créé il y a 2 ans. On travaille sur l'IoT et l'IA appliquée au domaine de la mobilité. En particulier, on développe des capteurs IoT qui vont justement faire une caractérisation des flux de mobilité et surtout, on va l'orienter vers certains cas d'usage. Notamment en ce moment, avec la métropole du Grand Paris, on a travaillé sur un cas d'usage qui, par exemple, va projeter l'impact d'un changement de plan de circulation sur la qualité de l'air. Et en passant par justement le changement sur le flux de mobilité. Et là, on travaille sur le développement d'un nouveau cas d'usage qui consiste justement à analyser, à qualifier le niveau de dangerosité des conflits d'usage dans une intersection. Ouais, c'est très intéressant parce que c'est vraiment un cas d'usage. On sait maintenant qu'avec le computer vision et l'IA, on sait reconnaître, on sait compter les usages sur un espace public. On sait récupérer la donnée d'un accident qui est déjà survenu finalement, un accident de la voirie, un accident entre usagers. Par contre, on a encore du mal à qualifier finalement des conflits d'usage, les endroits où il y a eu un presque accident, où il y a eu un presque quelque chose, mais comme c'est pas enregistré, comme les pompiers sont pas venus, on le sait pas. Et donc là, vous êtes en train de développer, vous me disiez, une solution à partir des données de comptage qui va arriver à identifier ces conflits d'usage. Comment ça fonctionne en fait cette identification? Justement, jusqu'ici avec le computer vision, on avait des données de comptage parce qu'on analysait des trajectoires sur une zone spécifique et donc ça nous permet de compter. Or, avec les informations dont on dispose, on est en train de passer en ce moment d'une analyse bidimensionnelle des flux, c'est-à-dire si une voiture est passée du point A au point B, ou si on prend telle ou telle rue, vers une interprétation de ces données en 3 dimensions. L'interprétation en 3 dimensions, ça nous permet d'avoir une projection dans l'espace qui va, à terme, permettre de bien reconnaître les distances entre 2 objets différents et surtout par rapport à la position dans l'espace, en particulier sur la chaussée, les trottoirs, etc. Et donc, ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'éléments d'information qui nous permettront dans un deuxième temps de développer des critères objectifs qu'on essaie de valider avec un partenariat qu'on est en train d'établir, notamment avec les CRMA, justement pour pouvoir avoir des critères objectifs et des métriques concrètes pour donner, en fait, pour passer justement des choses qui sont difficiles à décrire, comme c'est par exemple qu'est-ce que c'est un conflit d'usage, qu'est-ce que c'est un presque accident, pour avoir justement des critères qui vont déclencher ça et pour permettre de donner un avis spécifique avec notamment une notation peut-être pour le niveau de dangerosité d'un carrefour en particulier. Merci pour cette présentation et on suivra du coup les évolutions de Flower sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors là, je me trouve sur le stand du CEREMA avec Julien Hautmanière. Alors Julien, vous allez vous présenter, nous dire quelle est votre fonction au sein du CEREMA, ce qu'est le CEREMA
Et qu'est-ce que le CEREMA en fait fait aujourd'hui sur un salon comme Innopolis? Bonjour, donc, oui, je m'appelle Julien Manière, je suis directeur de projet au CEREMA au sein de la Fabrico. La Fabrico, c'est un service qui travaille sur les sujets de la gouvernance des données et des territoires connectés et durables. Et le CEREMA, donc c'est un établissement public administratif qui est expert de l'adaptation au changement climatique et qui travaille avec l'État et avec les collectivités sur des projets d'adaptation au changement climatique avec différentes expertises sur les bâtiments, les infrastructures de transport, les risques. Julien, vous me disiez que le CEREMA a évolué il y a quelques mois, quelques années maintenant, mais a évolué. C'était un opérateur qui travaillait beaucoup avec l'État. Et aujourd'hui, vous travaillez déjà avec les collectivités, mais c'est plus institutionnel. Il y a vraiment un rapprochement État et collectivité au CEREMA. Vous pouvez nous expliquer un peu cette évolution du CEREMA? C'est ça, donc le CEREMA est né il y a plus de 10 ans de la fusion de différents centres techniques. Par exemple, les centres d'études techniques de l'État qui étaient présents sur chacune des régions et différents opérateurs nationaux qui étaient des experts de l'ingénierie dans différents domaines. Donc qui a toujours travaillé, qui a un historique de travail plutôt avec l'État et chemin faisant et le nombre de compétences augmentant pour les collectivités, il a travaillé de plus en plus pour les collectivités territoriales et depuis 2 ans, depuis 2023, il a fait évoluer sa gouvernance pour que les collectivités puissent directement adhérer au CEREMA, soient partie prenante du conseil d'administration et donc de la gouvernance du CEREMA, et puissent bénéficier en in-house de prestations d'accompagnement sur leurs projets. Donc aujourd'hui, en fait, vous participez et vous travaillez avec différentes collectivités. C'est aussi pour ça que vous êtes sur ce salon, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous citer justement des exemples de projets menés avec les collectivités et quel est le niveau d'intervention du CEREMA? Pourquoi vous êtes dans le tour de table de ces projets-là? Quel est votre rôle généralement dans ces projets? Alors le CEREMA travaille donc sur tous les sujets d'adaptation au changement climatique. Et donc moi je travaille dans un service qui est spécialisé sur les sujets numériques. Et donc on travaille de façon transversale pour accompagner les collectivités dans leurs projets numériques. On sait qu'on a besoin de plus en plus de numérique, d'exploiter les données sur les sujets liés à l'adaptation au changement climatique, à la transition écologique de façon générale. Et donc on a travaillé par exemple avec le SIEA dans l'Ain, qui est un syndicat d'énergie, qui souhaitait mettre en place une plateforme de données pour travailler sur différents cas d'usage et donc se poser la question de comment travailler sur cette plateforme de données, comment faire en sorte de se doter d'un outil qui permet de centraliser différentes données pour derrière pouvoir les exploiter. Le but c'est vraiment que ce soit les utilisateurs finaux, ce sont les collectivités, les maires, c'est un territoire très rural l'Ain, donc c'est même que les maires puissent utiliser cet outil. Et donc le CEREMA est rentré dans le consortium qui a répondu à un appel à projet donc de PIA 3 ou PIA 4 avec le SIEA. Il a un rôle de tiers de confiance pour faire en sorte que le SIEA se donne d'une solution qui soit interopérable, qui puisse donc accepter de nouveaux cas d'usage après sa mise en place et que, in fine, il puisse exploiter au mieux ces données. Donc vous me disiez, Julien, que du coup le CEREMA aujourd'hui il intervient aussi pour un peu garantir le fait que les solutions qui soient utilisées par les collectivités restent interopérables. Comment on fait en fait pour s'assurer aujourd'hui qu'une solution reste interopérable? Sur quoi on s'appuie en fait pour pouvoir le garantir? Oui, donc nous le CEREMA on travaille au niveau, on travaille à différents niveaux. Au niveau territorial, donc avec des référents qui sont présents pour accompagner les projets de territoire. Mais également au niveau national et européen, puisque l'Europe a beaucoup investi ces dernières années dans le cadre de sa stratégie européenne pour la donnée, mais également avant, pour construire des composants open source qui permettent de construire des jumeaux numériques de territoire, en anglais des Local Digital Twin. Et donc on fait notamment partie d'un consortium qui s'appelle un EDIC, l'EDIC LDT Cityverse, qui vise dès 2026 à diffuser, pérenniser une boîte à outils, une toolbox qui est en cours de mise en place par la Commission européenne,
pour bénéficier aux territoires européens pour qu'ils aient à disposition des briques open source qui leur permettent de collecter, d'exploiter leurs données, et ce, de manière interopérable. L'objectif de l'Europe, c'est vraiment que les territoires construisent des solutions qui puissent être connectées à tout type de sources de données, mais également qui puissent dialoguer entre elles. C'est-à-dire que si une plateforme est faite dans une communauté d'agglomération, qu'elle puisse dialoguer avec la plateforme de données de la métropole de la région à côté, parce que des cas d'usage peuvent nécessiter d'avoir des données à une échelle supra-territoriale. Et ce qu'elle souhaite aussi, c'est la mise en place de data space. Donc les data space sont des espaces de données sectoriels qui doivent permettre l'échange de données, faciliter, pas forcément open data, ça peut être des données justement qui ne sont pas open data. Et donc par exemple, il y a EONAX qui est en cours de mise en place sur les domaines du tourisme et de la mobilité. Et donc, c'est de faire en sorte que ces jumeaux numériques puissent aussi être connectés avec ces data space pour tout simplement que la donnée circule. Le but de l'Europe, c'est de faire en sorte que la donnée puisse circuler et que l'argent ne soit pas dépensé pour faire des connecteurs, mais plutôt pour financer l'innovation vraiment et les cas d'usage. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation de l'intervention du CMA dans ce type de projet. On voit bien, on le sait bien par les mois d'IA que la data c'est la base de ce qui va servir derrière aux algorithmes et éventuellement aux optimisations via l'IA. Et donc votre rôle il est important parce qu'il est celle de superviser, de faire en sorte que ces différents projets se parlent entre eux. Et continuent de se parler entre eux. Donc vous essayerez de me donner peut-être le lien vers la future Toolbox. Comme ça on pourra le mettre en description de cette émission. Merci beaucoup Julien. Merci, bonne journée. Donc là je suis sur le stand de Telram. Pour les plus anciens d'entre nous, ils connaissent bien ce projet. C'est un projet de crowdsourcing avec un capteur. À l'époque, un capteur qu'on mettait sur sa fenêtre. Ça existe toujours Telram sur telram.net et on est avec Elke sur le stand et elle va nous parler un peu de comment fonctionne aujourd'hui le capteur. Bonjour Elke, vous travaillez pour Telram, qu'est-ce que vous faites pour Telram? Bonjour, moi je suis Elke et je travaille pour Telram et moi je fais plutôt des supports techniques. J'aide aussi avec développer et commencer des projets et des réseaux de Telram en Belgique, mais aussi en Europe, en Slovaquie, en Italie, donc partout en Europe. Alors comment ça marche un capteur Telram? On le met aux fenêtres et puis on leur donne de l'alimentation. Oui. Et puis il y a un code de QR qu'on scanne et on fait un petit enregistration qui prend 5 minutes. Et puis le compteur, le Telram, s'est installé et ça marche. Et ça transmettra les données au tableau de bord, au le site web telram.net et tout le monde peut consulter les données trafic. Et donc le capteur Telram, il comprend un petit ordinateur qui récupère la vidéo, qui récupère l'image et qui fait en local tout le principe de reconnaissance. Comment ça marche? Donc, il y a un petit caméra qui est dans le Telram boîtier. Ça reconnaît les objets on the edge, sur le Telram lui-même. Et puis, le Telram, il y a une petite carte SIM qui est dedans et on utilise le réseau LTM, c'est comme le 4G, 5G, comme votre GSM, nous permet de transmettre les statistiques à notre serveur. Donc, on ne transmettrait jamais les images au notre serveur, mais seulement les statistiques. Et vous me disiez qu'il y avait donc un algorithme dans le Telram qui reconnaît donc les différents véhicules, les piétons, les vélos. Et il y en a un deuxième aussi qui marche tout particulièrement la nuit. Oui, c'est ça. Pendant le jour, on reconnaît 10 modes, donc les piétons, les cyclistes, les moteurs, les voitures. Et pendant la nuit, donc après le soleil se couche,
On compte aussi les véhicules motorisés. Donc c'est un algorithme un peu différent qui prend les phares pour identifier combien des objets qui se passent. Et donc il y a une partie des données qui sont publiées en open data et pour certains projets, on peut éventuellement garder la donnée précisément pour soi. Oui, donc notre principe c'est toujours open data parce que on veut que les citoyens ont aussi les data pour objectiver le sentiment dans leur rue, mais pour certains projets, réseaux, c'est nécessaire pour avoir les data privés. Par exemple, dans les hôpitaux, accueil des publics, c'est important pour eux pour avoir des data privés. Super, merci beaucoup Elke. Donc vous pouvez retrouver la solution sur telram.net. Telram, c'est TELR2AM.net. On vous met le lien en bas de l'émission. Merci beaucoup Elke. Oui, merci à vous. Bon, vous l'aurez remarqué, on fait une thématique très compteur d'objets sur l'espace public aujourd'hui au salon Innopolis. Je suis sur le stand d'Ecocompteur avec Philippe Delmas. Il va se présenter, il va dire qui il est et qu'est-ce qu'est aujourd'hui Ecocompteur. C'est un acteur du comptage bien sûr, mais comment ça fonctionne. Et puis on va un peu l'interroger sur aujourd'hui comment on utilise le numérique, comment on utilise l'IA pour ces questions de comptage sur l'espace public. Bonjour Philippe. Bonjour, ravi de prendre la parole sur Cause Commune, sur cette thématique de l'IA. Donc moi je suis responsable commercial chez Ecocompteur. J'ai une double casquette puisque je suis également référent mobilité urbaine et à ce titre, je mets en avant un peu tout ce que fait Ecocompteur en termes d'intelligence artificielle embarquée sur des capteurs qu'on installe physiquement sur le terrain et qui recueillent tout un tas de données de mobilité spécifiquement liées au mode doux, donc piétons, cyclistes, trottinettistes, en lien ou non avec d'autres usagers de l'espace public. Donc vous comptez effectivement les modes doux. C'est finalement une activité aujourd'hui que vous maîtrisez bien, qui est connue, et vous m'avez parlé d'une verticale désormais que vous essayez de développer, qui est un peu le nœud un peu compliqué à gérer quand on est une collectivité. C'est le conflit d'usage sur l'espace public ou ce qu'on appelle le presque accident. C'est-à-dire que c'est le moment où il n'y a pas encore eu l'accident, parce que l'accident lui il est compté, il est horodaté, il est connu, et on peut analyser du coup le lieu de l'accident, mais on connaît mal finalement les moments où c'est un peu tendu sur l'espace public, et du coup votre solution permet justement de mieux comprendre ces moments-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc du coup ce que c'est qu'un presque accident et comment vous faites vous pour analyser ça? Effectivement, un presque accident, c'est comme son nom l'indique, un accident qui a presque eu lieu. Donc en fait c'est toute situation qui impose un changement de comportement à un des deux usagers généralement en cause. Donc ça peut être un freinage très brusque, un changement de trajectoire, une chute anodine. Et tout ça, ce sont des événements qui passent complètement sous le radar des statistiques, donc qui ne sont mentionnés nulle part, archivés nulle part, contrairement aux accidents physiques qui sont répertoriés. Et par contre, au quotidien, ça peut donner lieu à des interactions très problématiques, très conflictuelles, qui nuisent au confort des usagers, notamment ceux qui utilisent des modes doux comme le vélo. Et l'idée, c'est d'automatiser un peu l'observation de tout ça, puisque l'œil humain sait très bien le faire, mais il est très limite. Les capteurs qu'on propose, en l'occurrence des caméras, permettent de cette observation sur le temps long. Et donc si on s'installe par exemple à un carrefour qui connaît de nombreux conflits d'usage, par exemple entre cyclistes et automobilistes, la caméra, elle, va pouvoir l'enregistrer automatiquement, déjà pré-catégoriser les situations conflictuelles en fonction de leur niveau de dangerosité. Et ça permet en fait aux gestionnaires de carrefour, aux gestionnaires de voirie, d'avoir déjà une base de données objective de ce qui se passe sur son carrefour. L'objectivation de la donnée et des problèmes permet de prendre les bonnes décisions. Alors vous, c'est quoi finalement votre méthode? Comment vous arrivez à entraîner votre algorithme pour qu'il reconnaisse ce fait un peu spécial qui est le presque accident? On a créé au sein du groupe un laboratoire vision
au sein duquel travaillent à la fois des ingénieurs, mais aussi beaucoup de doctorants sur l'aspect IA, justement. Ce sont vraiment des spécialistes. Et là, en l'occurrence, quand on parle de presque accident sur l'espace public, le processeur qui est embarqué dans la caméra et qui embarque des algos d'intelligence artificielle va calculer en temps réel des vecteurs déplacement, plutôt, pour être plus juste. Donc c'est une vitesse et une trajectoire. Et si le calcul fait apparaître un point de collision potentiel, c'est là que l'IA se réveille en quelque sorte et va dire attention, là je détecte une anomalie potentielle, un conflit d'usage potentiel. C'est très clair, merci beaucoup de ce décryptage de la solution technique. Merci Philippe pour ces précisions. Avec plaisir. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. J'espère que cette nouvelle déambulation au salon Innopolis vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les lieux de commentaires disponibles. Restez bien sûr sur Cause Commune. À très bientôt.